Enregistre, super. Ok, bon, salut les amis. Alors, petite vidéo en fait au pied levé, de petit matin. Donc on profite un peu du soleil. Alors aujourd'hui, petite vidéo, déjà peut-être me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Brem Bruno, donc je suis expert en fait en changement rapide. Donc mes outils que j'utilise sont majoritairement donc l'hypnose ericksonienne, la programmation neurolinguistique, ensuite en fait la sophrologie, également en fait l'analyse transactionnelle, la psychopathologie, et je suis également donc naturopathe et je m'occupe aussi de la thérapie conjugale et tout d'autres choses en fait concernant spécifiquement les enfants. Bref, tout un panel d'outils. Avec chacun leur particularité et leur utilité. Alors aujourd'hui j'aurais voulu faire une petite vidéo sur la dépression en fait. Alors la dépression, pourquoi? Parce que on est en plein dans cette période, même si aujourd'hui il fait bon, mais dans la période hivernale par chez nous, en tout cas de ce que je peux constater au cabinet, c'est tout sauf une légende urbaine, parce que finalement on voit apparaître beaucoup de personnes qui sont... alors ça peut être la dépression, ça peut être le burn-out, ça peut être la déprime, ça peut être du mal-être en fait en général. Et j'aurais donc voulu un petit peu exposer certains points qui sont en fait finalement souvent les déclencheurs. Et les déclencheurs ne sont pas souvent ceux que l'on croit en fait. Ils arrivent souvent bien avant en fait qu'on ne le pense. Ils sont souvent déterminés suite à un événement, et on va donner quelques exemples qui sont souvent vécus dans la jeunesse ou dans l'adolescence ou à un moment de la vie en fait en particulier. La dépression en fait majoritairement elle va donner naissance suite à deux peurs fondamentales qui sont la peur de la mort ou la peur du rejet. En fait, c'est les deux mêmes peurs quand on regarde bien, parce que dans l'évolution des espèces, le rejet, j'ai envie de dire, c'était synonyme de mort, quand vous étiez en fait banni du groupe, c'était un petit peu associé comme ça parce que c'était très difficile en fait de survivre seul. Et la mort, on verra quand quelqu'un se confronte en fait d'une façon directe ou indirecte en fait à ça, ça peut laisser finalement beaucoup de traces. Alors, moi ce qui m'a intéressé majoritairement, parce que c'est là où la plupart des cas se situent, c'est la peur du rejet. Alors la peur du rejet, ça ne veut pas dire qu'on a été rejeté dans la vie, faut bien le comprendre. Ça veut dire encore une fois que c'est la peur du rejet. Alors par exemple un enfant, on va donner les cas les plus classiques, un enfant qui a vécu dans sa vie avec des parents, parfois dans sa perception, on va bien parler de perception individuelle. C'est pour ça que je vais parler de ma perception, c'est-à-dire que les attentes de l'enfant ou de l'ado ou les attentes du parent sont différents, on est bien d'accord. Donc en fait, l'enfant, quelque part, dans sa perception, parfois il peut avoir des parents qui lui donnent pas assez d'attention, assez d'amour, en fait, assez de reconnaissance, assez d'encouragement, en fait, tout simplement. Et ça, quelque part, c'est perçu, en fait, dans l'esprit de l'enfant, comme une forme de rejet. C'est-à-dire, en fait, il ne se sent pas accepté pour ce qu'il est. Ça ne veut pas dire que ses parents ne l'aiment pas ou quoi que ce soit, ça veut dire qu'eux aussi, ils ont une histoire. Parfois, ils ont été eux-mêmes, en fait, finalement, il y a eu des absences de schéma, simplement. Parfois, il y a l'époque, les générations de nos parents, en général, c'est une génération, pour certains en tout cas, a beaucoup de mal à transmettre de l'amour, de l'attention. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas, ça veut dire que parfois, il y a une pudeur, en fait, tout simplement. Et après, individuellement, dans les histoires de vie respectives, il peut y avoir, en fait, des difficultés de ce côté-là. Il peut y avoir en fait des parents qui se rouspétaient, qui rouspétaient en fait tout le temps. En fait, il peut y avoir en fait aussi, j'ai envie de dire, des séparations. Le décès de quelqu'un, il peut y avoir en fait, alors les séparations, ça peut être finalement de nos parents, mais ça peut être aussi avec un partenaire en particulier. Bref, on pourrait en citer plein. Ça peut être le fait que je me faisais harceler, humilier en fait à l'école. En fait, finalement, tout ça, ça peut avoir des formes vraiment très variées. Quoi qu'il en soit, ça va donner naissance à un terrain. Ce terrain, c'est que suite à ça, en fait, le cerveau inconscient, il va se projeter en fait dans un environnement qui est incertain. Son système de sécurité va commencer en fait à descendre, en fait à se baisser, son estime de soi, si vous préférez. Ça peut se mettre en place plus ou moins en fait de façon rapide, ça va dépendre de l'intensité de l'événement ou la répétition des événements qui ont été faits. Et automatiquement, plus mon système de sécurité en fait il est bas, plus finalement donc mon estime de moi est basse, en fait plus mon rapport au monde extérieur devient en fait anxieux. C'est-à-dire que je vais toujours chercher à anticiper les choses avant qu'elles arrivent, mon petit vélo va toujours tourner afin d'éviter en fait de retrouver un schéma finalement qui se rapproche en fait de ça, donc de revivre dans mon impression inconsciente ça. Alors ça va donner accès à beaucoup de choses. C'est-à-dire que là, vous allez voir qu'il y a un cerveau qui va avoir beaucoup de mal à prendre du plaisir, c'est-à-dire dans son estime de lui, dans sa façon de regarder la vie. Et un cerveau qui va sans plaisir, en effet, il peut aller à la dépression, il peut aller au burn-out, il peut aller au suicide, en fait. Et dans tout ça, j'ai envie de dire que
le cerveau, avant d'en arriver en fait à ça, il va aller souvent chercher en tout cas le plaisir vers l'extérieur. C'est-à-dire que c'est une porte d'entrée, et une belle porte en fait au comportement addictif. Alors ce plaisir, il peut être cherché en effet dans les drogues, dans la cigarette, dans l'alcool, dans le sexe, dans les jeux, dans les écrans, dans tout ce que vous voulez en fait. Tout est un moyen finalement. Bon, l'un des plus connus, c'est mon frigo évidemment. Voilà, toute forme en fait va chercher derrière. Et puis tout ça, ça va développer en fait des profils de personnalité. Alors moi, le premier, vous allez voir, en fait, c'est les deux mêmes déclinaisons. Le premier, je l'appelle le syndrome de la bonne poire. Alors pourquoi le syndrome de la bonne poire? Parce que vous allez voir que forcément, on va développer un type de personne qui va se plier en quatre en général pour les autres, qui aura peur de dire non. Et c'est là finalement, pourquoi peur de dire non? Par peur de revivre en fait un rejet potentiel. Alors dès qu'il va avoir une réaction, enfin une relation affective proche, ça peut être avec mon conjoint, ça peut être avec mes enfants souvent, ça peut être avec mes amis, ça peut être dans le monde du travail, qu'importe, c'est que à un moment donné, on verra que ça va créer finalement, une peur va toujours vous amener là où vous voulez pas arriver en fait concrètement. Donc en gros, en fait, la personne, à chaque fois qu'elle va faire pour vous, c'est en train de lui dire, bah, en fait, je fais pour toi parce que je pars du principe que tu sais pas faire. En fait, j'ai pas confiance en toi. En fait, j'ai pas confiance en moi. En fait, j'ai pas confiance en la vie. En fait, la vie est dure et très compliquée. Donc, tout ça, ça va faire que la personne qui sera en face, bah, elle va bien l'accueillir, tout ça, parce qu'à chaque fois qu'il va avoir une problématique, un problème, finalement, en fait, on va faire pour elle. Jusque-là, c'est merveilleux. Mais le problème, c'est que ça va complètement insécuriser. Alors, pourquoi ? Parce que finalement, que ce soit un enfant, un ado ou un adulte, son but c'est d'aller à l'autonomie. Et tout le temps en fait, où finalement on fait pour vous, bah, en même temps en fait on crée de la dépendance affective. C'est-à-dire que dans l'inconscient de l'individu qui est en face, eh ben, quand on lui dit qu'on ne sait pas faire et pourquoi ça insécurise, parce que tout simplement... Ah, excusez-moi. Alors ouais, donc, excusez-moi, j'étais en train de dire, ouais, donc en fait ça insécurise en fait la personne. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous allez voir que pour la personne qui est dans cette peur en fait du rejet, quelque part, ça va lui demander une charge de travail très importante qui peut l'amener en fait à l'épuisement, par peur en fait d'être rejetée. Mais en face, derrière, ça va créer tout un système vicieux. C'est-à-dire que la personne, elle va se sentir étouffée en fait. C'est-à-dire que son rapport au monde extérieur, elle se sentira toujours capable. Enfin, pas capable justement, parce que si la personne n'est pas là à côté, eh ben, elle aura l'impression que sans référent, elle ne peut pas faire. Voilà, donc ça va l'étouffer. Alors c'est comme si vous preniez un animal, vous le serriez un petit peu plus tous les jours, et puis vous allez voir qu'au bout d'un moment, bah, cet animal, soit il va devoir vous mordre, soit il va devoir en fait s'échapper. Ça, c'est stratégie de fuite par rapport à la peur. Donc fuite, combat, tétanie en fait, concrètement. Et ça va créer du conflit. Chacun sera convaincu d'avoir raison, ils vont se rejeter les responsabilités mutuellement, et ça va distendre en fait la relation en fait. Bon, ça, on en reviendra plus tard, mais ils vont rentrer dans ce qu'on appelle le triangle infernal de Karpman, en fait, simplement. Où chacun, en fait, est la victime de l'autre, et l'autre est le persécuteur de l'autre, en fait, concrètement. Et ça, ben, ça peut amener à de la séparation, en fait. Ça peut amener, en fait, à justement, dans la perception de l'individu, en fait, du rejet, tout simplement. Et donc là, en fait, on se retrouve finalement où la personne, elle se fait vivre la peur qu'elle ne voulait pas vivre. Alors, dans le monde du travail, ça peut être pareil, c'est-à-dire qu'à un moment donné... elle va créer des brèches, cette personne, parce que cette grande brèche, c'est justement cette peur d'être rejetée. Alors encore une fois, c'est une personne qui va se plier en quatre pour les autres, et ainsi de suite. Et puis souvent, bah, inconsciemment ou consciemment, vous allez voir que la personne en face, parfois, elle peut raisonner dans tout ça. Hein. Et puis après, là, j'ai envie de dire, c'est qui le plus responsable, hein, celui qui crée la brèche ou celui qui s'engouffre dedans. Donc voilà, c'est tout un système, en fait, alambiqué. Hein. Et... Bonjour, monsieur. Bonjour. Et qui amène finalement, en fait, toujours à refermer en fait une boucle. Et le dernier profil en fait par rapport à tout ça, c'est que les gens qui ont expérimenté finalement ce premier système, le syndrome de la bonne poire, on verra qu'il y aura, il y aura un deuxième système en fait d'adaptation. C'est-à-dire que maintenant j'ai tellement peur de souffrir que de l'autre côté en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre des barrières émotionnellement. Je vais plus laisser exister les gens. En fait, je vais commencer à créer de la généralisation, de la distorsion à leur égard. Et dans tout ça, vous allez voir que la personne en face n'arrivera pas à exister. Et comme elle n'arrivera pas à exister, elle va se sentir rejetée. Alors ça va également créer du conflit. Hein, ça va se rejeter en fait vers finalement de part et d'autre en fait, en pensant que chacun a raison en fait dans l'histoire. Et tout ça en fait, ça va créer de la résistance qui peut amener à la séparation en fait, qui peut amener à ce que quelqu'un va voir à droite ou à gauche, ou à ce que ça crée des tensions très importantes. Et là pour les deux, ils se sentent rejetés en fait et pas acceptés. Et là en fait, imaginons qu'on arrive à séparation ou autre, le cerveau inconscient il se fait « Ah punaise, bah ouais, on m'a encore rejeté en fait ». Alors on appelle ça une prophétie autoréalisatrice en réalité.
cette prophétie autorisatrice, elle se fait aussi bien dans le syndrome de la bonne poire que finalement dans cette situation où je ferme les vannes ou dans le monde professionnel. Et en fait, dans tout ça où je voulais en venir, c'est qu'à un moment donné, vous allez voir, ça va pousser la personne à devoir toujours en fait porter une charge de travail extrêmement importante. Ça va l'amener finalement à s'imposer une contrariété. Et puis dans le système, finalement, cumulativement, ou quand il va y avoir des événements intenses qui vont venir se cumuler à tout ça, la personne va toujours s'auto-entretenir dans ce système et être dépendante de ce système. Alors voilà, en fait, tout ça pour dire que parfois, un événement qui a été vécu, en fait, dans notre passé, un événement qui a eu une importance et qui n'a pas été digéré, en fait, ou endeuillé comme on aurait dû, amène forcément, en fait, à l'interprétation, en fait, d'un schéma. Et ce schéma, l'inconscient va toujours sélectionner tout ce qui lui donne raison inconsciemment, de se dire qu'il a peur, en fait. C'est-à-dire, en gros, si... on va donner un exemple concret, d'accord? Une personne, elle s'est fait une frayeur en voiture. Le cerveau inconscient, son problème, c'est que il va toujours associer à un environnement une émotion. Il va faire, tiens, quand j'ai vécu cette chose, en fait, il va faire il va faire voiture égale danger. Alors, le problème, c'est qu'il ne va pas analyser le contexte, en fait. Qu'est-ce qui m'a amené à ça? Il y avait de la fatigue, c'était moi qui conduisais, j'étais stressé, il y a eu des choses. Il ne va pas décrypter l'événement pour ce qu'il était. En tout cas, plus ça va être fait dans des âges... ou dans des moments où ça va être saisi, enfin des âges jeunes en fait, où on n'a pas encore le recul, la maturité, plus vous allez voir, le cerveau il va avoir des difficultés en fait à interpréter tout ça. Donc finalement il va le vivre comme un danger. Et ce danger en fait quelque part, le cerveau inconscient il va commencer à sélectionner tout ce qui donne raison de penser comme ça. À chaque fois qu'il va entendre parler, je sais pas, on va lui dire, t'as vu là l'accident là qui s'est passé sur la 21, le cerveau va faire, ah ouais, hein, t'as vu, hein, la voiture c'est dangereux. Hein. T'as vu là ce qui s'est passé? Ah ouais, t'as vu, hein, la voiture c'est dangereux. Il va toujours en fait sélectionner inconsciemment tout ce qui donne raison d'avoir peur. Et la deuxième propriété, à force, cette croyance va devenir progressivement une vérité. Et à l'issue de cette vérité, en fait, le cerveau, il va se faire vivre cette réalité dans son quotidien. Il va se la valider en fait. Il va la prendre pour argent comptant. Et c'est ça en fait où la boucle elle se termine, c'est qu'à un moment donné la personne, tant qu'elle ne se prend pas en charge, tant qu'elle ne dépasse pas en fait ses modèles, elle sera toujours amenée à revivre dans des formes différentes les mêmes schémas. On va dire que le fond sera identique, la forme sera différente. On appelle ça un pattern en fait, une boucle de vie qui va se répéter en fait in aeternam. D'où l'importance de venir justement, j'ai envie de dire, moi j'aime bien l'appeler comme ça, c'est faire ses deuils en fait, c'est-à-dire recadrer, remettre en place finalement les événements majeurs qui ont été à l'initiative de ça, qui va permettre au cerveau, j'ai envie de dire, à la partie de vous qui a le plus de sagesse, de recul et de compréhension, de pouvoir en fait revisiter l'ensemble des événements et de laisser partir les charges émotionnelles et les interprétations qui sont faites. Moi j'appelle ça donc les croyances limitantes ou les représentations qui se sont construites autour de ça. Et là, bizarrement, quand on fait ça, il se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, en effet, on constate une régulation plus que majeure, parce que, alors l'individu, j'ai envie de dire, reprend le contrôle de sa vie. Alors vous allez voir, forcément, le système de sécurité, l'estime de soi qui va remonter. Vous allez voir le rapport au monde extérieur, en fait, qui va se faire beaucoup moins anxieux, donc moins de stress, moins de mode combat. Vous allez voir que les comportements compulsifs, en fait, ou de compensation, ils vont perdre de leur sens, ils vont se casser la figure. Et puis derrière, vous allez voir que votre rapport finalement à l'autre, il va changer, il va s'apaiser en fait complètement pour sortir d'un modèle. Et puis j'ai envie de dire, il n'y a pas que ça, c'est que votre façon de réagir dans le présent, évidemment, la façon dont vous allez regarder le monde, la façon dont vous allez réagir, va se faire différemment. La façon dont vous allez vous projeter dans l'avenir, parce que tout ça finalement, cette peur en fait du rejet, elle va amener finalement à certaines autres peurs qui vont se décliner. La peur de l'échec par exemple. En fait l'échec, vous savez, il est directement connecté à la peur du rejet en fait, par rapport finalement parfois à l'image ou à la force qu'on va donner en fait à l'autre. Bon, bref, dans tout ça finalement en fait c'est l'ensemble des sphères en fait de vie qui changent, mais aussi, écoutez bien, pour les personnes qui seront souvent dans des maladies auto-immunes ou autres, ou des maladies d'ordre inflammatoire, vous allez voir que le corps va répondre complètement différemment à ça. Pour certains, ça sera la perte de kilos émotionnels. Pour d'autres, ça sera les symptômes qui vont se casser la figure et ainsi de suite. Bref, tout ça, voilà, c'est un système en fait. Et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est que c'est un système et si on ne le prend pas dans son ensemble et si on ne vient pas recadrer ce qui est à l'origine de ça, les symptômes en fait, si vous les prenez individuellement, vous les réglez pas pour autant en fait. Voilà, c'est le système qu'il faut changer. Donc voilà. En fait, je vous laisse mes coordonnées, donc comme je vous expliquais, donc je suis Brem Bruno, donc moi en fait, je pratique en fait sur la commune de Courrières, en fait, donc sur le centre-ville, au 50 rue Jean Jaurès.
Et donc mon numéro de téléphone est le suivant, hein, 06 74 17 29 70. Donc voilà, donc comme je vous expliquais, donc moi je suis en fait dans la thérapie en fait bref, très courte, hein, notamment sur l'hypnose, la programmation de la linguistique en fait, la sophrologie, l'analyse transactionnelle, la psychopathologie, et je suis aussi dans la naturopathie. Donc voilà, bah écoutez, au plaisir en fait de vous revoir. À très bientôt les amis, bye.